pour eux de leur permettre de pouvoir suivre ce qui va se passer. Donc, Alix, bah, je vais te relaisser encore la parole si tu veux bien pour ce temps de partage. Là, je vais couper les micros et puis je peux aussi vous inviter à éteindre vos caméras ce temps de partage si vous le désirez. Ça peut être bon pour la planète et puis c'est aussi pas indispensable de voir, de se voir. Voilà. Alors, euh, en fait, quand j'ai réfléchi un petit peu à quoi vous proposer, je me suis dit, mais finalement, je ne sais pas vous, mais moi, le 12 septembre, j'avais déjà épuisé tous mes points de vie emmagasinés cet été au soleil. Bon, peu importe les circonstances et ce qui a fait que j'en étais arrivée là, mais je me suis dit, on n'est que le 12 septembre. Et tous mes points de vue, ça veut dire juste que j'étais déjà comme fatiguée et en manque d'énergie alors que la rentrée venait à peine de se passer. Donc, mon idée ce soir, c'est qu'on puisse à la fois regarder un petit peu à l'intérieur où on en est à propos de cet engagement sociétal, hein, puisque c'est le thème de ce soir, de manière individuelle et puis ensuite collectivement en partage, enfin un petit groupe. Et peut-être que ça va être intéressant donc de faire le point, mais aussi de se remettre un petit peu en mouvement. Enfin, en tout cas, c'est l'impulsion que j'ai eue, moi, du fait de ce qu'a été ma rentrée. Alors, je vais vous montrer un petit geste avec vos mains et on va remettre un petit peu d'énergie dans nos corps si toutefois il vous en manque. Donc, à vous d'évaluer et puis surtout de graduer la manière de laquelle vous allez faire rentrer cette énergie. Donc, on va utiliser nos doigts, tout simplement, et on va faire un geste qui s'appelle en yoga un mudra. Et l'intention de ce mudra, c'est d'apporter de la vitalité. Donc, je vous montre le geste. C'est assez simple, en fait. Vous allez attraper votre pouce droit avec votre pouce gauche et venir poser l'ongle du majeur sur ce pouce droit. Donc, tous les autres doigts sont tendus et il y a simplement le pouce droit qui est pris comme en pince entre le pouce gauche et, c'est parfois un petit peu technique, hein, et l'ongle du pouce du majeur, pardon, gauche. Donc, ça, c'est le geste que je vous propose de faire. Et on va faire, je vous le montre d'abord, mais on va déjà mettre un petit peu de mouvement dans notre corps. Donc, je vous invite, si vous le pouvez, à vous lever. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas très grave. Mais l'idée, c'est de faire un petit shaking, comme on dit. En tout cas, de venir se mettre du mouvement parce que peut-être certains d'entre vous sont assis depuis le début de l'après-midi. Donc, n'hésitez pas. Alors, ceux qui sont en voiture, vous continuez à tenir votre volant, on est bien d'accord. Et les autres, n'hésitez pas à mettre du mouvement, à faire un balancier avec vos bras, éventuellement à faire un petit mouvement comme si vous couriez sur place avec vos jambes. Tout ça pour mettre en mouvement vos cellules et profiter de ce mouvement pour être vraiment dans une forme de réénergisation. Et puis, en même temps, on va faire ce mouvement. On va venir donc faire ce mudra et puis continuer un petit peu le mouvement tranquillement. Donc, je vous le remontre. Voilà de quoi il s'agit. C'est ce pincement du pouce droit avec l'ongle du majeur gauche et le pouce gauche. Et vous pouvez continuer un petit peu le mouvement comme ça en essayant de voir comment ça fait. Et puis tranquillement, vous pouvez revenir vous asseoir et continuer à maintenir le mudra en respirant et en retrouvant, puisqu'on vient de s'agiter un petit peu, retrouvant une respiration plus longue, un peu plus profonde et un peu plus tranquille, le temps que ça revienne à une respiration normale. Et regardez si vous ne sentez pas par hasard quelque chose de l'ordre d'une nouvelle énergie ou d'une régénération. Si vous avez l'envie, vous pouvez fermer vos yeux
et visualisez tout ce qui vient comme image en jaune et en blanc. Et je vais vous inviter à juste écouter cette phrase qui, associée, on a toujours notre mudra, hein, associée à ce mudra de l'entrain, la force de vie universelle circule partout en moi, rafraîchit mon esprit et cajole mon âme. Laissez infuser cette phrase, conservez le mudra, prenez ce temps. Tranquillement. On reste encore un petit peu. Et on profite de ce qui vient en termes énergétiques pour l'instant. Seulement l'énergie. Le mudra, vous n'êtes pas obligé de l'avoir en l'air, hein. Vous pouvez le poser, vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses, par exemple, si vous êtes assis, ou quelque chose qui est confortable pour vous. Et puis ensuite, je vais vous poser une question. Donc, on va revenir un petit peu plus dans la tête. Et je vais vous demander, vous pouvez garder le mudra ou le défaire comme vous le souhaitez. Je vais vous demander de vous poser cette question, où j'en suis de mon engagement. Et quand on parle d'engagement, on parle de, en fait, c'est plutôt où j'en suis de mes engagements, mais c'est ma manière de m'engager. Et on peut s'engager personnellement, on peut s'engager professionnellement, et on peut s'engager spirituellement. Et parfois, bien sûr, ces choses-là se trouvent imbriquées. Et vous laissez venir ce qui vient. Ça peut être des mots, ça peut être des images, ça peut être des sensations, ça peut être quelque chose relié à vos sens, des couleurs, de la musique, peu importe. Laissez venir. Où j'en suis de mon engagement personnel, professionnel, associatif, pourquoi pas, et spirituel. Et puis, je vais observer si ce que je capte avec cette question qui est posée, de quelle nature est-ce que c'est? Est-ce que c'est plutôt lourd, léger, joyeux, contraignant, libre? Laissez venir les mots. Vous pouvez les écrire si ça vous dit, mais en tout cas, quand je me pose cette question, quels sont les mots qui s'associent? Ou quelles sont les sensations? Parce que les sensations peuvent également devenir des mots. Et je vais vous laisser encore quelques secondes. Et puis au cas
dans le cas, pardon, où les sensations, l'énergie, les mots, tout ce qui est apparu soit pas très, avec beaucoup d'entrain, malgré la petite séquence précédente, soit un petit peu lourd, ou un petit peu désabusé, ou un petit peu manquant d'entrain. On va pas refaire le mudra de l'entrain. On va simplement se donner pour ce temps ensemble un peu de légèreté pour rester tranquille et pour pouvoir aborder avec le plus de sérénité possible et aussi de courage cette question de comment est-ce que j'aborde ou je contribue ou je continue à contribuer à cette transition sociétale. Et de nouveau, on va faire un geste tout simple avec nos mains. On va venir rapprocher ici les doigts avec simplement l'index tendu et poser les mains voilà, comme ça, par exemple sur nos cuisses ou sur nos genoux. Et laisser venir cette légèreté. Donc, de profil, ça donne ça ou ça. Voilà. Donc, laisser venir cette légèreté s'installer à l'intérieur de moi. Parce qu'il est hors de question, bien sûr, qu'on puisse être dans quelque chose de l'ordre de la culpabilité. C'est pas ça l'objet, bien sûr. C'est simplement d'aborder le monde courageusement, en retroussant ses manches pour, on va dire, la soirée, et en mettant de l'élan et de l'enthousiasme dans ce qui va suivre. Voilà, je nous laisse quelques secondes pour profiter de cette légèreté, de cet élan, de ce courage et de l'enthousiasme pour la suite de notre réunion. La parole est à toi, Romain, je crois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alix, pour ce moment qui nous a sorti vraiment de l'énergie de la journée pour nous emmener dans autre chose. Et ça va être bien utile là, pour ce qui vient maintenant. Donc là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer un temps avec Romain qui va nous parler du sujet, du thème de cette rencontre. Et avant ça, bah, je vais quand même présenter Romain un petit peu pour ceux qui ne le connaissent pas euh, vraiment. Donc, Romain a travaillé, enfin, ça fait 10 ans qu'il travaille qu'il explore, là, travailler pas forcément de bon terme, c'est beaucoup plus du niveau de l'exploration, la spiritualité dans l'entreprise. Il accompagne des acteurs du changement, des acteurs qui cherchent à vraiment transformer leurs entreprises et ils accompagnent dans les processus intérieurs, dans leur propre processus personnel de transformation et dans mettre la mise en place d'actions dans les entreprises. Donc, il a vraiment l'habitude de regarder ces processus intérieurs qui nourrissent l'engagement. En 2019, il a publié un livre sur la spiritualité en entreprise et il a créé cette association, la communauté des leaders éclairés. Donc voilà, nous sommes là avec d'autres personnes, avec trois autres fondateurs, dont Gilles qui est quelque part, mais je sais pas, je le vois pas là, qui a fait partie qui fait partie des fondateurs de cette association. Et puis il va donc aujourd'hui nous parler à partir de son expérience, à partir de comment, pour lui et pour les personnes qui l'accompagnent, le spirituel nous aide à nous engager
il va nous parler de ce qu'il a vécu et puis de ce qu'il vit, lui, parce que lui, en fait, il est aussi sur ce chemin-là de participer à la transformation. Donc, il vit lui-même euh, certaines choses et puis il a ses propres démarches par rapport à ça. Donc voilà, merci beaucoup d'avance, en tous les cas, Romain, de partager sur ce sujet qui est quand même pas forcément quelque chose de facile à aborder. Et pour démarrer, j'aurais voulu te demander, te poser une question sur le thème qu'on a choisi aujourd'hui. Parce que quand on parle d'agir, d'engagement, de transformation sociétale, on se dirait, ah bah, c'est quand même un sujet qui devrait vraiment, qui apporte de l'enthousiasme, qui génère, qui est source d'enthousiasme et d'énergie. Et on a vraiment un sujet passionnant. Mais on ne s'attend pas a priori à dire bah, il peut être aussi source de fatigue, d'épuisement, de désespoir. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu? Oui, bonjour à toutes et à tous et merci Alix pour aussi pour le moment de dépose et oui, vous partagez des réflexions, mais pourquoi le thème? Eh ben, tout simplement parce que en parlant autour de moi, en parlant dans différents espaces, on s'aperçoit, je me suis aperçu que c'était un sujet qui revenait, qui touchait beaucoup d'acteurs du changement. C'est-à-dire des gens qui sont dans un chemin d'engagement pour la société, qui sont parfois dans un chemin d'engagement ou un chemin spirituel aussi, et puis en fait qui, quand ils témoignent et quand on se dit vraiment les choses, se disent, ben, en fait ça secoue, ça brasse. Donc c'est pas un long fleuve tranquille cette histoire. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, ben, une fois que finalement on a ouvert les yeux sur ce qui se passe dans le monde, ou commencé à ouvrir les yeux, puis qu'on a fait un travail sur soi, peut-être de connaissance de soi, un travail qu'on pourrait appeler du développement personnel, puis après peut-être un travail spirituel, de trouver sa place, de trouver sa mission, de se dire, bah, on pourrait se dire, bah oui, ça y est, tout est aligné, tous les chakras sont bien en place et tout ça va être tous les jours enthousiasmant et en fait, on s'aperçoit que c'est pas le cas. Et à ce qui me concerne, comme tu l'as dit, je vous parlerai un petit peu de mon expérience, je vous parlerai aussi surtout des ressources. Hein. L'idée, c'est vraiment de mettre en commun nos ressources aujourd'hui pour voir comment est-ce qu'on peut vivre parfois c'est même des montagnes russes. Hein. Et c'est vrai que ça, je l'ai constaté, notamment chez des gens qui sont engagés depuis un certain nombre d'années. Alors on peut penser, peut-être certains d'entre vous sont par exemple en charge de la RSE dans une entreprise. Souvent, les responsables RSE qui ont eu vent avant peut-être d'autres qu'il y avait des gros sujets dans notre paysage sont fatigués, hein, sont épuisés ou sont désabusés. Pour des leaders, ça peut être différent. Ça peut être un dirigeant ou un manager qui a pris conscience des choses, qui a touché son désir d'engagement et puis qui se heurte à une forme de solitude, à des résistances en interne, qui se heurte aussi au fait que ben, c'est pas facile de changer son entreprise. Et puis, ça a été dit, il y a aussi des accompagnants, et ces accompagnants, des coachs, des consultants, eux, c'est peut-être un peu différent parce qu'ils sont peut-être pas en première ligne pour les changements, c'est pas eux qui font les changements dans les organisations. Donc c'est plus indirect et là aussi on constate que bah, c'est pas si simple en fait de toucher en fait du doigt ce que l'on amène, donc de nourrir en fait son engagement par quelque chose qui est de l'ordre d'un retour. Et du coup le risque, et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce thème, le risque bah, c'est un petit peu de lâcher l'affaire, hein, si je le dis un peu comme ça. Alors lâcher l'affaire c'est peut-être un petit peu abrupt, mais c'est peut-être d'adopter inconsciemment une posture par rapport à cette on va appeler urgence sociétale, on va revenir sur cette notion d'urgence, de temps, mais quelque part un peu de se dire, bah, finalement, ça bouge trop lentement. Ça bouge trop lentement dans les entreprises, et ou au moins en apparence, et du coup, je vais peut-être aller bifurquer, et quitter le monde de l'entreprise, et aller faire quelque chose de plus concret, plus les mains dans la terre peut-être, acheter un lopin de terre, le mettre en permaculture, ouvrir un lieu. C'est-à-dire quelque chose, vous voyez, qui serait un éloignement qui serait ok, hein, il n'y a pas de jugement sur ça, c'est simplement de se dire que si tout le monde fait ça, effectivement, on risque d'appauvrir les forces vives du changement au sein des organisations. Donc voilà, donc il y a des pièges classiques hein, qui ont l'air de revenir un petit peu, et l'idée du partage ce soir, c'est aussi de, quelque part, entre guillemets, faire de la prévention, c'est-à-dire dire, attention, il y a des choses qui peuvent arriver dans ce chemin d'engagement. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de perdre la flamme de l'engagement initial. Vous voyez, il y a comme quelque chose qui, quand je vais utiliser aussi vraiment des lectures spirituelles, mais quand notre être touche quelque chose, il dit, bah, ah oui, ben, ça y est, je me suis peut-être retrouvé en tant qu'homme, en tant que femme dans l'entreprise, j'ai retrouvé quelque chose de là où je peux être utile.
Et puis peut-être que quelque chose qui s'émousse, hein, cette flamme originelle qui un peu a tendance à s'amenuiser au fil des mois, au fil des années. Il y a quelque chose qui peut jusqu'à nous amener dans une perte de foi. Et donc on va aller questionner cette notion de foi, en quoi je crois. Et puis moi je vois beaucoup de choses, beaucoup de gens qui raisonnent et qui utilisent ce fameux terme d'impact, qui sont en quête d'impact. Et je suis personnellement soucieux de l'impact de mon action ou de l'action de notre association. Mais c'est intéressant d'aller regarder cette notion quand même, de voir dans quelle mesure elle nous piège. Hein. Parce que l'impact, il n'y en a pas toujours. En tout cas, il n'est pas toujours visible. Et parfois, il n'est pas du tout ou très loin des efforts que l'on met. Donc vous voyez, voilà des genres de chemins qui nous ont amenés à dire comment on peut partager là-dessus. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, que j'ai envie de vous partager, quand on prend un petit peu de recul sur ce qu'on peut vivre comme ça, comme état intérieur, dans ce monde qui bouge pas, qui est en plein chaos, c'est de se dire que c'est peut-être déjà, c'est rassurant. J'ai envie de vous dire, c'est plutôt bon signe d'être brassé, d'être secoué, d'avoir des hauts et des bas, d'avoir des émotions, d'avoir des doutes. Parce que pour moi, c'est une façon de s'assurer qu'on est bien vivant. Et donc, on fait bien partie de ce qui est en train de se jouer. On fait bien partie de la trame du vivant. Et le vivant, en ce moment, il est secoué. Et quand je dis cette expression de trame du vivant, je le fais volontairement, puisque c'est en référence au travail de Joanna Macy, qui vous connaissez peut-être cette femme qui travaille depuis des décennies sur un travail qui relie, ce qu'elle appelle un travail qui relie, c'est une philosophe, c'est une bouddhiste, c'est une activiste, hein, elle est engagée. Et elle nous dit, au fond, finalement, quand vous ne ressentez plus d'émotion par rapport à ce qui est en train de se jouer, hein, à ces défis colossaux qui sont au-dessus de notre humanité, mais quelque part, si vous êtes déconnecté de la trame du vivant. Donc ces émotions, parfois, elles sont pas agréables, c'est up and down, ces montagnes russes sont pas agréables, mais rassurez-vous, ça veut dire que vous êtes encore vivant, vous êtes bien dedans, vous êtes bien acteur de ça, vous n'êtes pas en train de refouler. Beaucoup de gens aujourd'hui refoulent les émotions, refoulent ce qui se joue. Donc j'aurais envie de dire c'est bon signe de votre engagement. Même si c'est pas agréable, c'est bon signe, ça veut dire que votre engagement il est vivant. La deuxième chose, c'est que ces phénomènes de fatigue, d'épuisement, des bras, d'envie de baisser les bras, quelque part c'est normal aussi. C'est normal parce que on est quand même dans une énorme machine à laver, et qui est peut-être inédite à l'échelle de l'histoire de notre humanité. C'est-à-dire qu'on est à la fois en conscience, comme jamais, des périls qui pèsent sur notre avenir, et on est conscient qu'il faut agir vite. Donc vous voyez, on est pris dans finalement ça, et ça peut nous emmener dans des tas d'endroits également qui sont des endroits d'incohérence. Et on reviendra sur ce mécanisme d'incohérence qui vient pointer, cette espèce d'auto-procureur intérieur qui nous dit, ben là, t'es pas cohérent, en fait. Tu vas prendre l'avion, mais t'es pas cohérent, t'es au courant de ce qui se passe pour le climat, et tu vas prendre un avion. Donc, est-ce que t'es cohérent? Et si t'es pas cohérent, est-ce que du coup, ça t'amène pas dans quelque chose qui est imparfait? Et si c'est imparfait, est-ce que ça t'amène pas dans quelque chose qui est de l'ordre d'une imposture dans ton rôle d'acteur du changement? Et vous voyez la petite mécanique qui peut se mettre en œuvre. Donc, il y a quelque chose quelque part, j'ai envie de dire, de s'apaiser, de se foutre un petit peu la paix, comme dirait un certain Fabrice Midal, sur le fait que, bah oui, on baigne dans cet environnement. Et peut-être d'inverser, du coup, le constat, c'est de se dire, est-ce que vous-même, vous auriez envie de vivre quelqu'un qui est engagé dans le changement et qui n'a aucun doute, qui montre aucun signe de questionnement, aucun signe, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose ici de rigide? Quelque chose d'éteint, quelque chose qui est plus tellement vivant, alors que tout bouge aujourd'hui, hein, alors qu'on est dans une époque où tout bouge. Et puis la troisième chose, c'est que je crois que c'est important de regarder en face le fait que ça serait au fond assez confortable, et ça serait peut-être une voie de la facilité, d'aller se réfugier dans une forme de détachement stoïque par rapport à ce qui se passe. Et moi, je le vois aussi parfois dans des personnes qui disent, au fond, c'est pas grave si l'humanité disparaît, la vie continuera. Vous voyez cette espèce de posture où en fait, on pense que c'est une force de prendre une forme pas forcément de passivité, mais de neutralité émotionnelle. Et je pense que, en fait, le fait qu'on vive des émotions, qu'on vive aussi de la fatigue, qu'on vive de l'épuisement, ça veut dire que nous sommes en train de vivre ce qui se passe dans notre chair et avec notre âme. Et moi, j'ai cette phrase qui m'est revenue en préparant ce webinaire, qui est issue de la Bible, que vous connaissez, cette expression qui est issue de l'Apocalypse, qui dit « Dieu vomit les tièdes ». Alors du coup, je suis allé quand même un peu creuser, parce que peut-être que ce que j'en pensais, c'était pas exactement... Alors ce qui est écrit dans la Bible, c'est « Ainsi,
Et c'est Jésus qui parle, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous voyez que l'expression est très forte. C'est-à-dire que, quelque part, l'invitation ici, dans cette lecture-là, c'est de se dire, mais votre engagement, il doit être total, il doit être intense, il doit être émotionnel. Alors d'un côté, on a ça, cette idée de se dire, bah oui, je vais pas y aller à moitié, je vais pas faire du tiède, je vais y aller avec tout mon corps, tout mon âme, peut-être toute mon énergie. Et puis de l'autre côté, et on va y venir tout à l'heure, on a cette idée de limite, cette idée de comment je me respecte dans tout ça. Et donc, est-ce que l'enjeu, ça serait pas quelque chose comme comment est-ce que je peux, dans mon engagement, cultiver une forme de prise de distance, une forme de liberté même, ou même une forme de non-attachement à ce qui va peut-être se produire, sans pour autant perdre toute ma flamme. Vous voyez cette espèce d'ambivalence de dire, mais je garde la flamme, j'ai les émotions, j'habite, je marche ma parole, je suis vraiment engagé comme au premier jour parce que ça vibre en moi et parce qu'il y a des raisons que ça vibre. Et puis en même temps, il y a quelque chose qui n'est pas attaché au sens, vous voyez, d'une aliénation sur le fait que il faudrait que ça bouge, il faudrait que je le voie. Et je vais revenir là-dessus. Et je crois que c'est un chemin de crête évidemment ici, hein. Mais c'est un chemin de crête qui nous parle de résilience, qui nous parle de dire, bah, reste branché, peut-être vraiment sur tes désirs, travaille ton intention, reste branché à cette intention pure qu'il y a de voir peut-être un monde meilleur, et puis cultive en même temps une forme de non-attente. Vous voyez, quelque chose qui est détendu, qui est relâché à l'intérieur de notre être par rapport à tout ce qu'on va produire. Voilà, c'était ça un peu l'idée, d'aller explorer ça ensemble. Et bien sûr, hein, je n'ai pas précisé, mais il y a vraiment l'idée de partager des pépites ce soir ou partager des prises de conscience. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat. Je vois effectivement la voie du milieu. Hein, on va peut-être en parler de ça un petit peu, de cette voie du Tao qui nous invite à quelque chose de l'action juste, vous voyez. Mais merci de partager. Oui. Écoute, enfin, très intéressant, hein, déjà de nous rappeler que nous sommes vivants et que effectivement, en tant qu'être humain, nous avons des émotions, pouvons être fatigués, nous pouvons avoir de l'enthousiasme, mais qu'il y a des hauts et des bas et ça fait partie du vivant. Donc c'est important d'avoir une certaine humilité en fait par rapport au fait que nous sommes vivants et non des robots qui peuvent avancer avec un impact, toujours un impact et toujours plus d'impact, qui serait plutôt le monde dont on vient et dont on n'a plus envie du tout. Donc c'est intéressant. Mais vraiment, la question, elle est justement, quand on comprend ça, ce chemin de crête, c'est comment on fait de ton point de vue, pour retrouver cette capacité de faire et d'être, et surtout quand on est épuisé. Parce que quand on a du recul, qu'on est posé, qu'on revient de vacances, Alix nous a dit, j'ai déjà épuisé tous mes points, c'est comment on fait ça, avec notre humanité, je suis épuisée, j'ai plus de bande passante en fait. Ben, moi je vous partager à la fois comment parfois je fais et puis ce qu'on peut aller regarder en fait. Ce qu'on peut aller regarder, c'est évidemment cette part de nous qui est embarquée dans quelque chose qui nous amène à l'excès et tu le dis, le faire et l'être, c'est-à-dire peut-être et souvent un excès du faire. C'est notre part de nous qui a envie de produire, de faire, d'avoir des résultats, souvent qui nous amène à nous oublier. Hein, donc il y a peut-être un premier niveau, c'est déjà d'aller questionner notre énergie et de se dire, ok, il y a quelque chose qui est très important en termes d'engagement, il y a quelque chose qui me tient à cœur, donc je suis prêt à y consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, à y mettre vraiment mon cœur, mais est-ce que je suis pas rentré dans je vais forcer le trait volontairement, dans une forme de logique sacrificielle? Est-ce que je me suis pas perdu en cours de route? Et vraiment, moi, il y a une maxime qui me guide un petit peu, souvent quand je me sens fatigué, quand je sens que j'ai beaucoup donné, c'est de me rappeler que être au service, c'est pas du sacrifice. Service n'est pas sacrifice. Au fond, personne n'y gagne. Donc de donner beaucoup, et de donner jusqu'à s'oublier, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'une injonction, hein, qui est allée à revisiter et qui nous coupe finalement de la vie, hein, et qui nous coupe de la base, c'est-à-dire finalement de nos rythmes. Hein, donc allez regarder cette notion est-ce que je suis pas rentré dans quelque chose d'un rythme, hein. Ça paraît enfoncer une porte ouverte, ce que je vous dis, et en même temps on tombe tous dans le piège.
On tombe tous dans le piège parce qu'il y a des mécanismes, dont certains sont peut-être liés à notre ego, qui se mettent en branle et qui nous disent est-ce que t'en fais assez, est-ce que t'en fais assez, est-ce que vraiment t'es cohérent, est-ce que tu pourrais pas faire mieux, est-ce que tu pourrais pas donner plus, etc. Et donc posez-vous dans un premier temps la question de votre énergie. Elle est vraiment centrale. Est-ce que mon énergie qui sort, est-ce qu'il y a en face quelque chose qui rentre? Est-ce que je suis perdu dans une énergie ou trop engagé dans une énergie sortante, qui est une énergie souvent du vouloir, la force, du passage en force, du vouloir, de convaincre les autres. Vous voyez, y a quelque chose à ajuster, surtout dans les premières années de l'engagement, je crois. Il y a quelque chose qui, oui, c'est normal, on a découvert quelque chose, on a découvert une réalité, on a découvert des convictions extrêmement fortes qui nous habitent, on a envie de les partager, on a envie de transmettre, et il y a quelque chose qui peut être ici à réguler. Après, moi, la deuxième chose que je questionnerais, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est cette histoire d'impact. Et là aussi, non pas pour dire il n'en faut pas, simplement pour avoir un peu de souplesse par rapport à ça. Si je dis que je veux avoir de l'impact, que j'aimerais avoir de l'impact, déjà c'est quelle part de moi qui veut ça? Quelle est la part de moi qui a besoin de voir des résultats? Alors c'est légitime quand on est être humain de vouloir voir le résultat de son action. On voit même en psychologie du travail, c'est étudié, il faut avoir un temps pour voir. Il y a quelque chose qui m'avait marqué et je vous invite vraiment à le faire. Quand vous faites un travail, bon, alors ouais, il y en a qui écrivent ego dans le chat, ouais, c'est cette part-là qui se réveille, mais on va dire qu'il y a une part qui est utile. Vous faites un beau travail, vous passez 3 heures à tailler votre haie, et ben ouais, c'est vachement important de prendre 5 minutes de recul à la fin, de regarder votre haie et de vous dire, waouh, quelle belle haie, j'ai fait du bon boulot. Quand ça devient par contre quelque chose qui est du genre à, est-ce que au fond, j'ai des résultats qui ont une certaine échelle. Vous voyez, quand on parle d'impact, c'est un mot qui est fort, avoir de l'impact. C'est d'ailleurs un mot qui s'est invité dans le vocabulaire de l'entreprise assez récemment. Il faut de l'impact. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il faut de l'impact et ça se traduit par quoi inconsciemment? Ça veut dire comment je mesure mon impact. Alors voilà, comment je mesure? Je vous invite à vous poser la question, comment est-ce que vous mesurez votre impact? Est-ce que vous le mesurez en nombre de personnes que vous avez rencontrées, que vous avez accompagnées? Est-ce que vous le mesurez en nombre de projets que vous avez menés? Et puis on a aussi dans le vocable de la transition écologique ces notions de fameuse masse critique. Est-ce qu'on est suffisamment nombreux pour faire la bascule d'un système qu'on aimerait aller vers plus de ci et plus de ça? Vous voyez, je suis en train de vous parler de quoi là? En fait, je suis en train de vous parler de quantité. Je suis en train de mesurer l'impact, c'est-à-dire les effets de mon action avec des métriques et des réflexes qui sont des réflexes de quantité et qui sont des réflexes en grande partie de ce monde dont quelque part on ne veut plus complètement. Donc ouais, c'est intéressant de respirer avec cette notion d'impact. Puis après, au fond, l'impact. Franchement, est-ce que les choses bougent, si je le disais vulgairement? Mais on n'en sait rien. Enfin, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Régulièrement, j'ai des gens qui m'envoient mon bouquin est sorti il y a 4 ans et qui me disent votre bouquin m'a touché. Des gens parfois qui sont à l'autre bout du monde, il m'a touché, il m'a fait prendre conscience d'eux. J'étais incapable de mesurer que mon livre allait 4 ans plus tard. On ne sait pas. J'ai envie de vous dire ici, il y a quelque chose qui est à. On reviendra sur cette histoire d'humilité, mais de dire au fond, nous ne sommes pas en capacité de voir les résultats réels de nos actions. Vous ne savez pas. Parfois, c'est une phrase que vous avez faite à partir de votre cœur au détour d'une rencontre. Et cette phrase a fait mouche, et elle a peut-être fait mouche chez une personne qui avait le pouvoir de faire telle ou telle chose. Vous voyez, donc c'est vraiment intéressant. Bien sûr qu'il faut des effets, on est quand même dans un monde rationnel, il faut avoir quelques preuves, quelques signes, nous en avons besoin. C'est important d'aller les chercher, ces signes, les nourrir. Mais surtout de ne pas s'enfermer dans cette notion, je crois, de résultat, d'impact. C'est encore une fois utiliser un schéma mental qui a été celui qui nous a amené à ne rentrer que dans des actions, au fond, qui ont pour effet d'avoir un résultat visible et tangible pour nous, les êtres humains. Il y a des choses, je pense, après, je vois ce que je souhaite sur le chat, je vais pas réagir, on aura un temps peut-être tout à l'heure. Oui, bien sûr, il y a des choses vraiment ici, vous voyez que c'est cette part de nous qui s'active, c'est l'ego, l'ego qui a besoin d'exister, qui a besoin de nous maintenir enfermés dans des schémas, en fait, qui sont pas les schémas d'accomplissement de l'être. L'ego, c'est est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je vaux assez? Est-ce que je suis assez reconnu? Vous voyez, il y a tout ça qui peut effectivement se nicher, et du coup se traduire en injonction, plus ou moins consciente. L'injonction, c'est est-ce que j'en fais assez? Pourquoi on s'épuise au fond? Au fond, au départ, on s'épuise parce qu'il y a une part de nous qui est insatiable.
cette part de nous qui est insatiable, qui dit c'est pas assez pour remplir mon vide existentiel et remplir peut-être une chose qu'on a besoin de nourrir en tant qu'être, c'est est-ce que je suis utile au monde. On a cette part de nous, on a cette quête, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Vous voyez, mais il y a cette part d'ego qui nous dit est-ce que je suis en cohérence totale avec tout ce que je fais. Parce que vous voyez, voilà, tout ça, effectivement, ça nous amène vraiment en permanence sur les terrains du faire. Et donc peut-être une chose à questionner et toujours qui est une vigilance, c'est on s'épuise dans le faire parce qu'en fait on donne une importance extrême au faire par rapport à l'être, par rapport à l'état d'être que nous offrons aux autres. Vous voyez, il y a vraiment aussi se questionner sur cet équilibre-là en permanence et de se dire est-ce que je me suis perdu dans le faire, est-ce que je suis réaspiré par la roue du hamster, ou est-ce que j'arrive à maintenir une forme d'équilibre où je vais être moins focalisé sur les résultats de mes actions que sur, au fond, l'être, la présence que je vais offrir, l'endroit à partir duquel je vais m'exprimer et probablement du coup rayonner peut-être un peu différemment. Et puis, peut-être une dernière chose qu'on pourrait questionner, pour moi qui est quand même essentielle, qui est tellement énorme d'ailleurs que en fait, il y a des choses tellement énormes, on n'en parle même pas, mais je pense que c'est assez évident qu'on ne changera pas notre monde si nous ne ralentissons pas. C'est-à-dire si nous ne changeons pas quelque chose dans notre rapport au temps. Notre épuisement, souvent notre fatigue, elle parle d'une tension que nous avons par rapport au temps. Elle parle du fait qu'il y a quelque chose en nous qui est totalement prisonnier de ce qu'on appelle le temps linéaire, le chronos, qui est le temps de notre société, hein, qui est le temps où finalement il faut que tout aille vite. Donc il faudrait que cette transition aille vite, il faudrait que nos projets aillent vite. Et ça, vous êtes dans le temps du faire quand vous êtes là-dedans. Et vous êtes à nouveau dans le conditionnement du résultat. Il faut aller vite, il faut faire vite. Et donc c'est intéressant de se poser la question du chronos. Parce que le chronos nous met dans le faire. Et vous savez qu'il y a un deuxième temps, les Grecs appelaient ça le kairos, qui est un temps qui, lui, autant le chronos est linéaire, autant le kairos est quelque chose plutôt qui s'affranchit finalement du temps, hein, et qui nous rend donc peut-être quelque chose de plus circulaire, qui est un temps de l'émergence, un temps de l'intuition, un temps des synchronicités. Et aussi, effectivement, si on est plutôt dans cette inspiration taoïste, un temps qui est celui de l'action juste. C'est-à-dire quelque chose où j'apprends à sortir régulièrement de cet emballement du temps dans lequel toutes notre société nous invite en permanence, pour pouvoir prendre ce temps-là du discernement et ce temps d'une action qui est peut-être plus laser, voilà, plus appropriée, que finalement une surenchère d'action et d'engagement dans le faire. Et peut-être sur le temps, pour finir, moi, il y a deux choses importantes qui m'ont frappé, que j'ai découvertes récemment. La première, c'est la notion d'exponentielle. Vous voyez ce que c'est qu'une exponentielle? Donc on voit bien l'exponentielle, et comment j'ai redécouvert la notion d'exponentielle, c'est parce que nous sommes rentrés depuis dans les années 50 dans ce qu'on appelle la grande accélération. C'est-à-dire que notre humanité se développe en piochant de façon toujours plus forte et plus intense, notamment dans les ressources planétaires. Et c'est pareil de notre croissance, et c'est pareil de notre population. Donc toutes les courbes de l'humanité aujourd'hui, sur un plan socio-environnemental, sont des exponentielles. Et en fait, une exponentielle, c'est surprenant, hein, notre esprit a du mal à comprendre ça. Il a du mal à comprendre la vitesse déjà de l'accélération, il a du mal aussi parce que pendant tout un temps, vous voyez, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, la courbe ne bouge pas, elle est plate. Est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de vivre en tant qu'humanité au niveau de l'éveil de notre conscience? Est-ce qu'on peut pas se dire, on peut pas imaginer qu'il y a énormément d'arbres qui sont en train de pousser aujourd'hui? On parle beaucoup des arbres qui tombent, pas de la forêt qui pousse. Et donc que peut-être nous rentrerons dans quelque chose aussi qui est d'une exponentielle. Et donc oui, nous sommes dans l'époque, dans la période peut-être où nous ne voyons pas les signes, nous ne voyons pas de grands mouvements. On peut même se dire parfois, bon sang, ça va de pire en pire. Et c'est pas possible jusqu'où on va aller dans la bêtise humaine parfois, dans l'avidité humaine. Et peut-être qu'il y a quelque chose, vous voyez, qui peut se mettre en mouvement. Et puis, la dernière chose sur ce temps, et c'est peut-être la croyance que je vous partage qui m'a le plus aidé ces derniers mois, c'est peut-être de se dire, et c'est probablement libérateur, et d'accepter le fait que vous ne verrez pas les résultats de votre action, de votre vivant. Vous en verrez peut-être un petit peu, mais peut-être qu'il y a plein de choses qui
qui émergeront plus tard et qui ne seront pas directement connectés à ce que vous aurez dit, fait ou partagé. Et j'avais travaillé il y a quelques années avec des gardes forestiers et j'avais été marqué par une chose, les gardes de l'ONF, c'est que eux, ils savaient planter des arbres dont qui ne verraient jamais adultes. Et donc ils étaient dans une perspective de décennies. Et je pense que c'est à la fois beau et libérateur de se dire, bah oui, nous sommes en train d'œuvrer. Et il y a peut-être une grande partie des actions que nous faisons, notamment dans la sphère de l'évolution de conscience et de la dynamique spirituelle, dont nous ne verrons pas les effets, on va dire, dans la matière. Et pour finir, les Navarros, vous savez, si on s'intéresse un petit peu aux traditions des peuples autochtones, ben les Navarros, ils ont dans leur tradition une capacité à prendre des décisions jusqu'à 7 générations. C'est-à-dire que le temps long, ils l'ont encore. C'est-à-dire que concrètement, quand ils prennent une décision, ils prennent en considération les conséquences de cette décision jusqu'à 7 niveaux de descendance. Donc vous voyez, il y a peut-être quelque chose aussi qui est intéressant ici et encore une fois qui peut venir un petit peu desserrer, vous voyez, cette étreinte de il faut que ça marche, il faut qu'il y ait des résultats, il faut que ça avance. C'est très riche. Merci pour tout ce que tu nous dis là, Romain. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses. Enfin, j'entends toute cette façon d'agir et fait finalement de réagir à ce qui se passe en face de nous, à ce que la pression, l'envie de bouger, de faire, comment dirais-je, comment ça nous fait bouger, comment ça nous fait finalement nous étouffer parfois. Mais il y a aussi un point, mais il faudrait l'aborder assez rapidement parce que sinon on ne va pas avoir beaucoup de temps pour le temps de résonance. Donc très très rapidement, voir comment en fait, même toutes ces crises, tout ce qui se passe là, en ce moment, rien que ça en tant que tel, que ce qui se passe dans ce monde, eh bien c'est pour nous sans voir si on agit ou pas, mais rien que ces crises, c'est pour nous une expérience spirituelle. Ça peut être pour nous une expérience spirituelle. C'est pas, il y a comment on réagit face à ces crises, face à tout ça, mais le fait qu'il y ait des crises, le fait qu'il y ait tant de problèmes, et je vais pas les citer, ben, ça, c'est une expérience en soi qui est spirituelle, et qu'en fait, se recentrer sur cette expérience spirituelle, ben, peut nous aider à nous ressourcer, à nous réénergiser, à retrouver nos ressources. Tu peux nous en parler juste quelques minutes, hein, parce que il est déjà presque 7 heures. Donc. Je sens le chronos en fait dans ta Oh, ça arrive, ben oui. explication. Ben ouais, mais bon, il aurait fallu réserver 2 heures. Donc, Ouais. Ok. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de changer peut-être notre regard en justement en recourant en fait à une lecture un petit peu différente de ce que nous vivons. Une première chose quand même, je peux pas m'empêcher d'en parler, c'est que parce que ça amène beaucoup d'humour, c'est qu'il y a aussi, quand on regarde la situation sur un plan spirituel et notre engagement sur un plan spirituel, il y a quelque chose qui s'invite à nous qui est quand même de l'ordre, pour certains, d'une forme d'ego spirituel. Hein, on a évoqué un petit peu l'ego. C'est quoi l'ego spirituel? Ça peut être un piège aussi dans lequel on tombe, qui est au fond, j'ai pris conscience que mon engagement est important, je suis dans un chemin de conscience, donc je dois être aligné, je dois donner le maximum. Vous voyez, quelque chose j'ai une mission de vie. Donc je dois être en cohérence avec cette mission de vie. Et tout ça, c'est extrêmement beau. Et parfois, ça peut nous emmener à nouveau dans des chemins d'épuisement. Et moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est quand j'avais lu le livre de Thierry Janssen, que vous avez peut-être vu dans un webinaire qu'on avait fait avec lui. C'était je ne sais plus quand, début d'année peut-être. C'était vraiment qu'il a dans son bouquin qui s'appelle Confidence d'un homme en quête de cohérence, il parle du fait qu'il s'était retrouvé, il avait eu cette bascule de vie, il avait quitté son métier de chirurgien, il s'était engagé dans la psychothérapie et puis il était retombé dedans. Il était retombé dans l'excès de sollicitation, il s'était perdu à nouveau. Et donc, je pense que c'est intéressant d'être en vigilance sur cette... Au fond, si je le disais autrement, je vais vous partager une expérience qui m'a marqué. J'étais avec un ami qui s'appelle Éric Julien, qui est beaucoup engagé auprès des peuples Kogi, et il nous faisait vivre un certain nombre d'expériences dans la Drôme.
Et à un moment donné, il nous a fait vivre une expérience. On était vraiment au cœur de la nature depuis un certain temps et d'écouter ce que la terre-mère avait à nous dire. Et, et moi, le message que j'ai reçu, c'est, je vous le livre tel quel, c'est quand est-ce que tu vas arrêter de te prendre au sérieux? Vous voyez, il y a quelque chose dans notre engagement spirituel qui est à revisiter avec le Mudra d'Alix, c'était ça, c'était une forme de légèreté. Donc, ne pas se donner trop d'importance quelque part dans tout ce rôle, dans tout cet engagement. Vous voyez, c'est une ressource. Après, peut-être pour répondre directement à ta question, c'est finalement qu'est-ce qu'elle nous invite à vivre cette crise? Est-ce que c'est pas une chance au fond? Est-ce que la souffrance qu'on peut avoir également dans cet engagement, on pourrait se dire, ah chouette, j'ai fait le choix d'avoir les yeux ouverts, je fais des efforts pour être une meilleure personne, je fais des efforts pour poser des actes qui sont justes pour la terre, et en même temps, du coup, je reçois de la fatigue, je reçois peut-être de l'incompréhension, etc. Est-ce que ça, là, ce qui nous est amené à vivre, c'est pas au fond ce qui nous est demandé de vivre? Et, et plutôt de nous rappeler, en fait, qui nous sommes. Et je crois qu'il y a quelque chose ici de l'ordre de replacer cet engagement sur un plan existentiel. Au fond, si on dit ça comme ça, on a fait un choix d'incarnation. C'est celui, peut-être précisément, de s'incarner dans cette période de transition. Peut-être de période de transition où, par rapport à beaucoup de gens, il y a peut-être quelque chose en nous qui est en décalage. Donc ici, jusqu'ici, rien d'anormal, mais est-ce qu'on n'est pas justement à nouveau dans cette transition-là, en train de faire l'expérience que nous venons peut-être faire là aussi en tant que personne qui s'incarne, en tant qu'être, qui est l'expérience de la limite. De la limite. Est-ce que c'est pas une expérience qui nous est justement permis de réintégrer notre juste place, de prendre conscience de notre ego d'espèce, aussi d'être humain, finalement, qui dit on a une belle science, on a un génie humain. Et donc du coup, de vivre cette limite comme une croix, et je prends volontairement l'idée de la croix, hein, non pas forcément comme une référence biblique, mais simplement pour imaginer si vous êtes vous, en tant qu'être humain, vous voyez un homme, une femme qui marche sur la terre, et puis si on considère que l'axe horizontal, c'est votre capacité d'action dans le monde, hein, la façon dont vous marchez, dont vous menez des projets, votre capacité, votre périmètre, quelque part, où vous pouvez agir un peu sur les choses, qui est forcément limité, mais vous voyez qu'il vous traverse, vous avez cette envie. Hein, on est tous ici, je pense, ensemble rassemblés par cette envie de faire des choses qui vont dans le bon sens. Et puis vous avez votre verticalité. Et votre verticalité, c'est quoi? C'est votre sentiment que c'est bien plus vaste que ça, que votre petite action, votre perception aujourd'hui oui, qu'on est face à des enjeux qui largement nous dépassent par la complexité, par leur échelle. Et en fait, nous sommes en conscience et nous agissons. Et vous voyez que ça nous place à un endroit de croix, en fait. On est en permanence en train de vivre notre limite. Donc c'est ça l'expérience qui nous est proposée, ou en tout cas le rappel qui nous est proposé. Alors pas uniquement pour qu'on souffre. Hein. Alors déjà peut-être qu'est-ce qu'on fait quand on est à cet endroit-là de tiraillement, c'est-à-dire bon sang, il faudrait faire tellement plus que ce que je fais ou que ce qu'on fait dans ma boîte. Il faudrait tellement, vous voyez, c'est ce mécanisme qui se met en place. Peut-être déjà vous dire que quand vous êtes à cet endroit-là, vous donnez beaucoup de bienveillance, parce que c'est un endroit d'humanité. On est conscient de ce qui se passe et on est réduit dans notre action et on vient justement faire peut-être cette expérience-là. Et puis quand on tire ce fil-là, et je crois que ça c'est un chemin aussi qui nous est proposé à titre individuel et du coup collectif, c'est vraiment de retrouver notre place. Et notre place, donc c'est l'humilité, notre place, elle nous invite à lâcher prise sur tout ce qui est en train de se passer et à faire confiance. Et à faire confiance en quoi? En la vie, en l'univers. Vous savez que sur l'univers, les dernières recherches sont en train de montrer que la vie, c'est exactement ce qu'elle fait. Et que l'univers, c'est exactement à quelle vitesse il a décidé de faire son expansion. Et qu'à cet endroit précis, c'est les travaux de Stephen Hawking, dans ce rythme précis, la vie peut apparaître. Et que si ça avait été un peu plus vite ou un peu plus lentement, la vie ne serait pas apparue. L'univers, c'est ce qu'il fait. La vie aussi, c'est ce qu'elle fait. Et donc, je crois que, vous voyez, il y a vraiment cette idée, et c'est ce que tu disais, je finis là-dessus, finalement, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui nous est permis de vivre? C'est de retrouver cette place d'humanité, de retrouver le fait que, on est là pour jouer une belle note avec notre instrument, avec notre personnalité, avec notre capacité d'action, avec notre corps, mais nous ne sommes pas le chef d'orchestre. Parce que quand on se dit finalement, il faudrait faire tellement plus, on se met à la place de qui?
quand je raisonne comme ça, vous voyez, quand je dis ça, je me mets à la place de appeler ça la puissance que vous voulez avec les mots que vous voulez. Et personne nous a demandé ça, personne m'a demandé de porter la misère du monde, si je l'exprime comme ça, hein, c'est encore mon ego quelque part qui vient. Vous voyez, le mouvement, c'est plutôt d'arrêter de porter ce poids, de quelque part refaire confiance à la vie et d'accepter ce qui est. Je crois qu'on s'épuise aussi parce qu'on n'accepte pas ce qui est. D'accepter que nous n'en avons pas la lecture, que la complexité et que le sens profond de ce que nous sommes en train de vivre nous échappe. Et il y a une dernière chose que je dois à un podcast d'Isabelle Padovani, d'Issa Padovani, qui était vraiment de se poser la question quand il y a un événement, vous voyez, encore plus dramatique qui arrive. On pourrait prendre par exemple les attentats qui viennent d'avoir lieu. On peut prendre sur une fièvre écologique le fait que, moi j'ai dit ça il y a quelques mois dans la presse, le permafrost était en train de fondre en Sibérie, donc youpi, des nouveaux gisements de pétrole apparaissent et donc des nouvelles routes maritimes, donc on va pouvoir taper encore plus dans les ressources, vous voyez, et carboner encore plus notre planète. Alors on pourrait se dire, ben bon sang de bois, mais alors c'est de pire en pire. Et donc c'est intéressant de se dire, mais en fait, qui joue avec qui entre la lumière et l'ombre? Est-ce qu'au fond, c'est pas la lumière qui est en train de jouer avec l'ombre? Est-ce qu'au fond, la vie, c'est pas ce qu'elle fait dans le sens où elle nous dit, bah oui, il faut que l'être humain aille jusque-là, pour qu'à un moment donné, il y ait une bascule franche. Je sais pas, j'ai pas la réponse. Je vous partage juste ici une croyance et une façon de regarder les choses qui peut être soutenante, qui peut être se dire, bah oui, il y a une intelligence, il y a une vie qui sait ce qu'elle fait. Et c'est juste moi qui, au moment où je regarde les choses, n'ai pas la compréhension. Mais au fond, la vie, c'est ce qu'elle fait. Et ce qui m'est demandé, moi, c'est de faire confiance. Bien. Ben, merci énormément, Romain, pour Belle tout ce que tu son, as hein, dit. Daniel. Ah, il y a un problème de son, là, oui. On va peut-être essayer d'avancer, mais il y a quand même quelque chose que je voulais dire, c'est qu'il y a énormément de belles choses qui sont dans le chat. C'est vraiment très intéressant à voir foi en la vie, enfin vraiment ce qu'elle nous amène, qu'est-ce que c'est qu'elle nous fait expérimenter. Donc on a vraiment Véronique qui nous dit quand la vie nous met sur notre chemin, l'expérience pour nous faire grandir en profondeur. Donc vraiment ça, vraiment de se dire, bah, on est là pour expérimenter quelque chose en fait. On n'est pas là pour faire complètement, enfin on n'est pas que dans le faire, on est là pour expérimenter. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais là, ce qu'on va faire, c'est on va passer un petit peu à autre chose là maintenant. On va passer à ce temps de résonance pour que justement tout le monde puisse parler un petit peu puis échanger avec d'autres personnes parce que tous ensemble, c'est difficile. Nous sommes nombreux, c'est merveilleux, mais voilà, c'est difficile. Donc on va partir en salle. Donc là, je vais poser j'espère que bienvenue de retour. J'espère que vous avez passé de très beaux moments de partage, même si c'était très bref. Donc maintenant, nous avons encore une petite dizaine de minutes, hein, mais pour des partages. Donc, soit vous pouvez continuer à échanger dans le chat où il y a eu vraiment déjà pas mal de choses qui se sont dites qui sont très intéressantes. Soit sinon, si vous avez des questions ouvertes ou des questions à Romain plus spécifiquement, ben, l'espace est ouvert. Vous pouvez ouvrir votre micro et puis poser des questions, éventuellement lever la main. Mais bon, on va voir s'il y a beaucoup de questions qui se posent. Essayez de voir si on se met en ordre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question là, Daniel? Oui, je veux bien poser une question, s'il vous Ah plaît. oui, allez-y. Bonjour à tous et merci beaucoup pour ce partage. Je voudrais rajouter quelque chose qui me paraît intéressant, c'est que il y a un domaine où pour moi la spiritualité, je la relie énormément à l'amour. Et l'amour ne s'épuise jamais, ne s'oblige jamais, ne s'efforce jamais, n'est jamais dans le stress. Donc, de rester constamment dans cette position où l'on aime tout ce qu'on fait, comment on le fait, avec qui on le fait et pourquoi on le fait, euh, me paraît être une bonne solution. Ouais, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est Daniel votre nom, mais Samuel, de oui, pas voir, n'importe. oui, de recentrer sur la spiritualité et l'amour et d'aller au rythme de l'amour et non pas au rythme de l'homme économique, en fait, finalement. C'est votre proposition. Oui, puis je dirais même, merci d'amener ça, que on peut, dans nos interactions, dans nos engagements divers et variés, on peut vraiment avoir cette, entre guillemets, cette gymnastique de descente dans le cœur.
d'oser descendre dans le cœur Tout à euh, fait. et vraiment d'en faire une forme euh, même de voie pour s'aligner avant d'interagir. Mais avec cette idée, comme tu l'as dit, que c'est que quand on est dans l'espace du cœur, du coup, bah, il y a une énergie qui circule et puis il y a quelque chose qui en nous n'est plus en tension. Parce que il y a souvent ça, c'est souvent cette tension de faire, voilà, de réussir, d'être accueilli, d'être compris. Et à partir du moment où on est juste dans une énergie du don et de l'amour, au fond, il y a quelque chose qui se dénoue, même physiquement, je trouve. Donc, mais, ouais, merci pour ça. Ouais. Puis on doit sentir, je pense, le moment où justement on force. C'est très important, moi, dans ma vie de tous les jours, de sentir le moment où je force. Je force à convaincre, je force. Et on s'épuise à chaque fois qu'on s'efforce à faire. L'amour n'oblige rien. L'amour ne s'efforce pas. L'amour n'est pas là-dedans. Donc je pense qu'à chaque fois, on doit sentir dans notre vie le moment où. Ouais, ça rejoint un peu ce que nous dit Alexandra là sur le chat. Aujourd'hui, ma journée était guidée par j'aime mes rêves. Donc le même mot amour, le même mot aimer. Aimer ce qu'on fait, aimer les rêves. Le rêve, c'est un beau. Enfin, moi personnellement, se dire je participe à la transformation, le voir comme un rêve et non comme un. J'ai utilisé tout à l'heure le mot travail, puis je l'ai rattrapé parce que je dis oh là, attends, il y a trop de choses par derrière ce mot-là. Si c'est un rêve, ça devient différent. Et si j'aime mon rêve, ça devient différent. D'autres choses, il y a eu des pépites, des choses, des façons de faire que vous voudriez partager, qui vous permettent de relancer la flamme quand ça vacille un petit peu. Je peux dire un mot, je ne sais pas si vous me voyez. Oui, Oui, oui. oui, Donc, je vois pas qui c'est. C'est quel prénom c'est Akli Beka. Je Oui, suis ben allez-y, nouveau allez-y. merci, je suis nouveau dans le groupe. Merci pour vos interventions à tous, enfin pour tout ce qui s'est dit aujourd'hui et ce soir. Évidemment, je réagissais sur la notion d'épuisement, puisqu'on le vit tous à titre professionnel ou à titre personnel. L'épuisement, je dirais, c'est un vécu. J'interpellais la collègue là quand on était dans ce petit groupe en disant, mais finalement, il faut se préserver de quelque chose qui consiste à dire, dès lors on tente d'être éclairant pour d'autres, on se construit une forme de devoir. Et quand on se construit une forme de devoir, on peut associer à ce devoir une forme de morale et une forme de gardien de la morale. On fait bien les choses, donc quelque part, il faudrait qu'on ait la reconnaissance de nous tous autour de nous parce qu'on a bien fait les choses. Et là, je dis, on devient un peu pharisien sur les bords, c'est-à-dire qu'on devient des gardiens du temple, dans ce temple RSE, dans ce temple de l'écologie, dans ce temple, on devient tous des pharisiens un peu musclés en se disant, mais voilà, moi j'ai fait, donc, et regardez comment ma lumière brille, regardez comment mon impact est fort. Et quand on commence à se poser dans cet axe-là, on crée quelque chose qui relève de ce sacro-saint syndrome de la performance qui nous envahit même dans nos attitudes les plus vertueuses, vient nous plonger quelque part dans quelque chose de pas sympa du tout. Et c'est ce que disait Romain tout à l'heure, c'est de l'ego spirituel. Et cet ego spirituel peut nous faire plonger dans une forme d'épuisement du fait qu'on ne soit pas juste. Et c'est une sorte de justesse. C'est on n'est pas juste avec nous et on n'est même pas juste avec les gens qu'on éclaire, enfin qu'on se veut éclairer. Et du coup, bah, ça crée cette fatigue et cette nécessité d'endurance, du coup, parce on se sent le devoir et l'obligation de devenir endurant. Et du coup, bah, au bout d'un an ou 2 ans, on baisse les bras, non pas parce qu'on aime plus, non pas parce qu'on n'est pas flatté de ce qu'on fait, mais parce qu'on s'est fait un devoir. Et comme on s'est fait un devoir, on s'est construit une morale derrière. Et donc, si je détricote ça un petit peu, c'est pour rebondir sur ce que disait Romain tout à l'heure, je pense qu'il y a quelque chose autour de l'ego qui se crée un devoir pour se créer une morale. Et dans cette morale, eh ben, il construit, entre guillemets, son épreuve et sa pente. Et il se fatigue naturellement, comme tout individu, comme tout être humain. Mm. Voilà pourquoi on en est là. C'était un petit peu l'éclairage que vous voulez apporter. Mais merci beaucoup pour toutes vos interactions. Merci, Akli.
Merci J'aime bien beaucoup. j'aime bien la notion de pente. On crée soi-même sa propre pente. Ouais, C'est magnifique. Du coup, il y a Sisyphe qui m'apparaît là, comme ça, là. Ouais. oui, ouais, oui, complètement. Quelqu'un d'autre veut partager? Là, on a encore allez, 1 minute avant de se dire au revoir. On essaie quand même d'être dans les temps, de respecter Alors, l'écologie de moi, j'ai bien chacun. envie de vous partager dans notre groupe. On a commencé par dire, mais cette dimension plus spirituelle, c'est où la source en fait? Et dans 2 cas, c'était des grands-mères, donc c'était des femmes qui avaient transmis. Et le troisième cas, c'était une fille, donc aussi une femme. Donc voilà, en tout cas, c'était intéressant de voir que dans les 3 personnes, c'était des femmes ou des générations avant ou des générations après qui avaient ouvert des espaces à cette connexion-là. Intéressant comme remarque, Gilles. Merci. Si quelqu'un veut faire encore une petite remarque ou poser une question ou Oui, moi, je veux bien en faire une. oui, Et Emmanuel, vas-y. Romain parlait d'énergie et de comment se ressourcer. Et j'ai envie de dire que quand on a travaillé sur soi, parce que ça arrive rarement comme ça du premier coup, par miracle, et qu'on a trouvé sa raison d'être, et qu'on a décidé avec une certaine audace, je dirais, parce qu'elle est forcément singulière, de l'incarner, eh bien, ça donne une énergie formidable. Et que le matin, on est vraiment heureux de sauter du lit et que ça anime toute notre journée et que ça se voit. Et même si on a rien que par notre présence et parce qu'on dégage, en fait, eh bien, ça, j'ai envie de dire que ça a un impact positif, ne Mhm. serait-ce qu'à court terme, mais ça fait du bien aux gens avec qui on échange et puis ça nous fait du bien à nous aussi. Voilà. Oh, merci, merci Emmanuel de Que parler j'invite chacun d'impact. à Oui, continuer à son cheminement pour se rapprocher au plus près de sa raison d'être. oui, mais c'est intéressant enfin pour moi, je trouve quand tu dis l'impact, mais l'impact qui n'est pas un impact dans l'action, dans le faire, c'est un impact de l'être, purement l'être, dans ce qu'il est et dans ce qui rayonne, la Exactement, tout à personne qui fait. rayonne. Et rien que ça a presque plus d'impact en fait dans ce que j'entends, et moi je suis bien alignée avec ça, que de faire quelque chose, enfin déjà de rayonner. Il y a une Ouais. chose que je t'invite à aller lire, Emmanuel, sur la mission de vie. C'est les travaux de Richard Barrett qui a travaillé sur en fait le haut de la pyramide de Maslow. Il est parti de la pyramide de Maslow et il en a créé une autre pyramide en fait qui ouvre, c'est-à-dire qui considère pas que l'accomplissement de soi est la finalité. Et donc il ouvre et notamment il est allé piocher dans les Védas hindous et juste parce que la notion de mission de vie est une ressource extraordinaire et en même temps dans la tradition hindouiste c'est pas la dernière étape du développement spirituel. C'est Mhm. encore, c'est une étape où on fait une différence positive pour le monde et où on en tire beaucoup de joie parce qu'il y a un sentiment de Ouais. cohérence, d'unification. Et ce qu'ils décrivent dans les Védas, c'est intéressant aussi pour toujours rester, j'ai envie de dire un peu en vigilance avec nos ressources spirituelles. Il décrit une étape au-dessus qui est une étape finalement de don désintéressé à l'humanité. Il y a même plus de mission. Je Tu suis vois, complètement d'accord avec toi, Romain. Et en fait, Maslow a publié sa pyramide, il était relativement jeune, mais il a continué à vivre encore plus de 30 ans. Et quelques mois avant sa mort, il a donné une conférence à New York dans laquelle, en fait, il revisitait sa pyramide en dédoublant les tâches supérieures pour créer un niveau supérieur de transcendance, où on est effectivement dans l'union avec l'univers et l'union avec l'ensemble de l'humanité. Ses pairs se sont jamais autorisés à retravailler et changer quelque chose qu'il avait lui-même publié 30 ans plus tôt. Mais effectivement, quand on creuse un petit peu les travaux qu'a fait Maslow 3 mois avant sa mort, il a lui-même en fait trouvé ce niveau supérieur. Et moi, quand j'ai travaillé avec un peu plus de 30 dirigeants d'entreprise pour faire émerger leur vision de ce que serait pour eux une entreprise aimante, j'ai effectivement fait émerger un certain nombre de visions d'entreprises qui correspondent en fait à cette volonté de transcendance et qui sont inspirées par l'amour universel.
Donc, je te rejoins complètement sur le fait effectivement qu'il y a un niveau supérieur à la pyramide de Maslow qui peut être éminemment inspirant pour les dirigeants. Ouais. Et à ta disposition pour échanger plus longuement sur ce sujet et avec tous ceux aussi qui sont intéressés. Merci, Manuel. Merci à vous tous. Moi, j'ai envie de partager quelque chose. Je ne Ben, sais pas si vous m'entendez. Vous si m'entendez? on t'entend, Véronique, oui, on Oui. t'entend. Alors, je vais parler plutôt des ressources, puisqu'à un moment donné, ça a été aussi la question. De mon regard personnel, la vie, c'est le mouvement. Et le mouvement, personnellement, c'est un voyage perpétuel à chaque instant que je vis ou à l'extérieur, quand j'ai envie d'aller vers l'extérieur. Et c'est l'extérieur qui va me donner la motivation de rentrer à l'intérieur de moi. Donc, je rentre à l'intérieur de moi et je vais essayer de- d'aller au plus profond de moi, toucher ce qui, ce qui me touche à l'extérieur, ce qui m'est inconfortable. Je vais essayer vraiment de le vivre parce que c'est en le vivant, même dans ce que je n'aime pas à l'extérieur, c'est ça qui va faire émerger en moi quelque chose qui va venir me toucher. Et c'est ce toucher qui va me permettre de trouver en fait cette solution intérieure qui vient de façon, je sais pas, peut-être naturelle et me fait grandir en ayant touché la profondeur, même quand c'est difficile, parce que c'est ça après qui va me permettre d'évoluer. Et à ce moment-là, je repars à l'extérieur pour voir si j'ai évolué ou pas euh, dans, dans ce monde et si je peux apporter quelque chose, mais de façon naturelle. Et donc, c'est ce mouvement permanent, intérieur et extérieur, qui fait que ben, je trouve que la vie est magnifique. C'est une danse en permanence. Et donc, on peut danser aussi sous la pluie et même au-delà des tempêtes. Et c'est ça qui est important. C'est ce souffle de vie à chaque instant. À chaque instant, c'est quelque chose de très, très précieux. Le jour où nous ne serons vers la fin de cette partie de vie, eh bien, on se rendra compte ô combien une seconde est précieuse. Voilà ce que j'avais juste envie de partager, c'est tout. Merci, Véronique. Merci pour la danse de la vie. Ne pas oublier que danser aussi. Oui, il ne faut pas oublier de danser. Oui. Romain, tu veux nous donner juste une toute petite conclusion? On a déjà dépassé un peu le temps, mais bon, puisqu'il Ouais. y a des personnes qui restent, ça veut dire qu'il y a encore un petit peu de partage à faire. Donc, on pourrait rester des heures. Hein, donc, Oui, non, moi j'ai pas envie de conclure, simplement merci d'avoir été là et d'être en questionnement et de venir nourrir cette réflexion-là aussi, qui est quand même assez nouvelle, de, de nos ressources pour tenir notre engagement dans la durée et en conscience. Donc déjà, des temps comme ça, peut-être sont des temps ressourçants et donc peut-être à refaire. Donc merci, merci d'être là euh, et puis merci pour vos partages et votre présence. Il y a une chose que j'ai pas abordée, mais qui est une évidence, mais encore une fois tellement évident que parfois on l'oublie, c'est que dès qu'on se retrouve dans le lien, comme on fait là ce soir, au fond il y a quelque chose qui se régénère de notre engagement. Au fond, le reste on a parlé de belles choses, mais peut-être que dans le subtil, déjà le fait de juste se voir, d'être ensemble, de s'être rassemblés sur un terme, je sais pas qui a dit, ça fait du bien de ne pas être le seul perché. Et ben, et ben, on est tous perchés et c'est super. Et, et donc, vraiment dans les ressources d'une évidence, bah, c'est la raison d'être de cette communauté, c'est comment est-ce que vous êtes en lien avec d'autres qui vous offrent ces espaces-là, vous pouvez offrir ces espaces-là. Et ça nous permet de raffermir notre intention de continuer à être dans ce chemin-là, qui est le chemin à cheval entre deux mondes,
un ancien monde qu'on est en train de quitter, puis un nouveau où on ne sait pas trop à quoi il va ressembler, mais on a quand même envie d'y aller, nous, parce que voilà, et donc c'est quand même vachement sympa et plus facile de voyager et de chevaucher à plusieurs. Enfin, donc merci vraiment d'avoir été là et nourrissons ces liens et choyez vos communautés, vos espaces, parce que parce que viendra aussi probablement le temps d'autres mises à l'épreuve, et qui sont sur le chemin, et qui sont déjà les mises à l'épreuve d'accepter de parfois d'être jugé ou d'être décalé, vous voyez, et tout. Voilà, toutes ces choses-là, elles sont encore devant nous, probablement, et pour un certain temps. Donc c'est bien, soyons en lien. Et merci à tous, vraiment. Oui, bah vraiment un très très grand merci à tout le monde d'avoir participé, le chat, tous ces échanges, c'est magnifique et le lien de rappeler qu'en fait, bien combien c'est énergisant de voir qu'on n'est pas seul, on n'est pas fêlé, on n'est pas dans son coin, on est nombreux et plus on est nombreux, bah, c'est là que on verra enfin, des choses pourront apparaître et émerger. Moi, je propose qu'on fasse le petit machin là où on se tient tous les mains. Vous vous mettez les mains là juste sur le bord et comme ça vous touchez vos voisins et c'est une façon de se toucher, se connecter les uns avec les autres. Oups, moi je suis décalée là. Hein, et puis vous voyez là on se regarde un petit peu tous. On est tous ensemble sur le chemin. C'est un peu, ça peut être un peu compliqué des fois, mais il y a des belles choses et partager, ça fait du bien. Voilà. Eh bien, au revoir à tous et à bientôt. À bientôt pour tout, de vous revoir. Au revoir, vous pouvez ouvrir vos À micros. Au bientôt. revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci.